Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rodrigue Ahego, correspondant Canal K à Lomé, un habitué de Actu 7, va de nouveau répondre à nos questions. Rodrigue, bonjour. Bonjour Jean-Marie, c'est toujours un plaisir d'être dans vos studios pour répondre aux questions éventuelles que se posent les populations du Grand Afania. Je me demande si Rodrigue est en forme. Très en forme, vous allez constater que je suis arrivé depuis plus d'une heure. Voilà, ce qui n'est pas habituel. Hein. Et ce qui m'envoie donc à dire un sincère merci, pas faire la publicité sur vos ondes, mais à l'entreprise... pourquoi le nom est Chacolas, que j'avais critiqué par rapport à la lenteur des travaux, mais qui finalement l'a fait. Mais je crois que, comme on le dit souvent dans nos dialectes, on a déplumé le coq, mais il reste encore à faire parce que quand on a dévié la voie pour prendre celle qui débouche sur Afania, je crois que ça a été également beaucoup de calvaire pour nous et je pense que l'idéal serait qu'on revienne rapidement revoir cette voie-là aussi qui permet de convoyer les patients vers l'hôpital d'Afania parce que tout le monde sait que l'hôpital d'Afania est très sollicité et donc avec cette voie, je crois ma foi que ça risque de faire plus mal à un malade qui serait transporté à travers. Donc il va falloir vraiment vivement penser à cette voie et aussi l'habituer aux grandes dames du développement de notre cher pays, le Togo. Voilà. Rodrigue, pourquoi selon vous la composition du CNSD suscite-t-elle de mécontentement? Bon, susciter de mécontentement, ça ne m'étonne pas du moment où je sais que les acteurs politiques de l'opposition sont dans leur ego collectif et commun. Ils sont également dans une guerre de leadership sans merci. Cela s'explique, mais c'est un peu malheureux parce que ça reflète l'histoire de deux chiens qui se battent pour un morceau d'os jeté à eux jeté au sol par le patron. N'est-ce pas encore une astuce du pouvoir pour faire diviser l'opposition? Non, je ne pense pas. Mais par contre, je crois que depuis plus de 25 ans de combat politique, l'opposition togolaise doit gagner en maturité et comprendre que c'est l'arme fatale utilisée par le pouvoir et donc définir une stratégie de contre pour éviter de tomber dans le piège du pouvoir. Malheureusement, tel n'est pas le cas. On voit ces éternels partis qui sont plutôt des opposants de l'opposition. Et ça, c'est malheureux. C'est très malheureux. Parce que, normalement, comprenez que on avait utilisé les mêmes critères dans la composition de la CENI. Le CAR avait participé à organiser les élections présidentielles de 2015 en étant membre de la CENI sans rejeter cette place-là. Et aujourd'hui, on utilise les mêmes critères de proportionnalité pour répartir les sièges au sein de ce conseil-là, même que moi, je trouve un peu, je considère comme une fuite en avant de plus. Inopportun peut-être? Non, pas inopportun, c'est opportun, mais je qualifie ça de fuite en avant. Je m'explique. Avant de l'expliquer, je termine donc mes propos. Aujourd'hui, quand le CAR manifestement débile sur l'ANC, c'est incompréhensible. Parce que, vous savez, au lendemain de la signature de l'accord politique global, quand il s'agissait par exemple de travailler avec le pouvoir pour aboutir à un climat d'apaisement au Togo, mais le CAR a été partant. Il n'y a pas eu de consultation. Vous comprenez? C'est-à-dire le CAR n'a pas consulté X ou Y pour savoir s'il faille que j'accepte la primature ou s'il faille que je refuse. Et donc aujourd'hui... Est-ce qu'à cette époque, ce n'était pas une mission pour le CAR? Écoutez, qu'est-ce que vous appelez mission? C'était un gouvernement de mission pour organiser les législatives. Et cette mission a permis quoi? D'obtenir quoi? Les législatives. L'APG que les gens qui l'avaient signé qualifient aujourd'hui de caduque. Et cette mission a permis quoi? D'aller à des élections législatives qui ont validé la majorité au RPT d'alors. Ça peut-être c'est les urnes qui ont décidé. On ne va pas s'attarder sur ce que les gens appellent entre griffes, selon moi, des acquis. Certes, il y a des avancées, mais reconnaissons que les responsabilités d'échec, s'il faille les situer, seraient partagées entre toute la classe politique de l'opposition, les partis qui composent cette classe politique de l'opposition. Et donc aujourd'hui, il n'est pas question
que des gens soient sur leur ego, sur leur ergo également, pour pointer le doigt accusateur vers X ou Y. C'est une fuite en avant. Et ça favorise le pouvoir qui s'enracine davantage après bientôt 50 années de gestion dictatoriale du pouvoir. Donc je crois que l'opposition doit gagner plutôt en maturité, appréhender les problèmes envoyés ou les équations posées par le système, chercher de façon commune ou collégiale les solutions éventuelles et efficaces qui vont leur permettre de contrecarrer ces approches du pouvoir ou ces approches qui permettent au pouvoir de s'enraciner. Mais plutôt que d'envahir les ondes à quelques mois, je dirais, du démarrage effectif de la course aux législatives de 2018, que l'opposition envahisse les médias pour s'invectiver sur les réseaux sociaux, pour s'invectiver, accuser à tort ou à raison X ou Y, c'est très gauche pour moi et c'est malsain. Écoutez, aujourd'hui, on dit, on veut partager 8 places. L'ANC dit normalement, je devais avoir 5 places si on utilise la règle de 3. Et de l'autre côté, l'ANC se plaint parce qu'on lui aurait amputé une place. Au même moment, le cas qui a été consulté, si j'ose prendre un peu les confidences de la présidente du groupe parlementaire ANC, Maître Isabelle Amégan-Vimanavi, à qui le président de l'Assemblée a confié premièrement les consultations afin d'avoir les noms des représentants de l'opposition au sein de ce conseil-là. Mais si votre collègue de l'opposition vous a consulté et vous n'avez pas été en mesure de donner les noms, et qu'après vous soyez consulté par le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui est du pouvoir et que vous donnez les noms, comprenez que c'est la première personne qui vous a consulté, c'est sa tête qui ne vous plaît pas. Ou vous ne souhaiterez pas, c'est-à-dire vous vous trouvez en position d'adversité envers le parti de cette personne-là. Ça justifie donc tout ce méli-mélo qui se bat autour de cette miette, énième miette envoyée par le pouvoir, et comme vous l'avez dit, pour diviser. Voilà, pensez-vous que certains partis politiques ont été exclus et qu'on pouvait associer même les partis extra-parlementaires? On a écouté le NI qui suppose avoir des compétences à apporter pour ce conseil. Vous savez, on peut avoir des voix consultatives sans toutefois être membre. Pas forcément membre. Membre d'un bureau ou membre, par exemple, d'une entité. Mais avoir voix consultative parce que nous tous, nous sommes appelés à travers l'hymne national togolais, viens bâtissons la cité, à apporter notre pierre à la construction de notre pays. Mais 7 millions d'âmes que nous sommes au Togo, est-ce que nous pouvons tous faire partie d'une commission, d'un conseil? Non. Matériellement, ce n'est pas possible. Mais nous pouvons contribuer, et nous le faisons d'ailleurs, au développement de notre pays. Et c'est sur cette position-là que je comprends un peu les partis qui s'offusquent, mais il ne faille pas le faire. Parce que, prenez par exemple la CDPA, qui n'a pas haussé le ton. Mais d'autres me diront que c'est parce que la CDPA se retrouve en l'ANC. Non, la CDPA ne se retrouve pas en l'ANC, parce qu'un parti politique, l'ANC, et un regroupement, CAP 2015, c'est plutôt un regroupement de partis politiques. C'est différent. Il y a une différence entre les deux. Donc moi je pense qu'il faille plutôt chercher à avoir la voix consultative plutôt que de crier le haro, parce que 7 millions d'âmes ne peuvent pas être membres de ce conseil-là. Voilà. Et Rodrigue, votre avis sur le processus d'indemnisation annoncé par le HCROUN? Vous savez, tout à l'heure je lisais un communiqué de l'archevêque Monseigneur Amouzou Diakba, qui a d'ailleurs trouvé une date parce qu'il y a eu un travail, une séance de travail entre le HCROUN et les évêques, les églises. Et donc, ils ont trouvé une date pour dire une messe pour, ma foi, le bon déroulement de cette opération dite de réparation. Oui, HCROUN l'a annoncé, il faut prier d'abord. La grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on veut réparer?
si ce sont des torts créés par X à Y, du moment où on a Y, il faille trouver X pour pouvoir Dans l'esprit de la assurer CVJR, la bonne réparation. on ne veut pas faire justice dans l'esprit de la CVJR. On ne peut pas prétendre la paix sans la justice. On ne peut jamais prétendre avoir la paix sans la justice. Vous pensez que dans ce cas d'esprit... Aujourd'hui, de par le monde, excusez-moi, vous avez devant les plus grandes juridictions, par exemple, c'est un peu comme demain, lorsqu'on cherchera à trouver celui qui a tué Sylvanus Olympio, mais il faille trouver cette personne, même si cette personne n'est plus de ce monde. Quand on aura à établir la justice, tous les cœurs seront apaisés et à ce moment-là, on pourra parler de réparation. On ne peut pas, moi j'appelle ça entorse. C'est la réconciliation. Une politique aveugle qui permet de chosifier, qui permet d'abrutir l'opinion. Et moi, Rodrigue, je ne me laisserai pas abrutir. Les bourreaux sont tranquilles. Ils circulent dans les rues. Justement, vous connaissez ces bourreaux. Il y en a qui sont promus dans leurs fonctions. Il y en a qui ont déclaré ou qui ont reconnu avoir commis des exactions sur les populations togolaises dans des villes de ce pays. Mais qui sont libres de leurs mouvements, qui ne sont nullement inquiétés. Dans les rapports de l'ONU, on a parlé de 500 morts. Les organisations de la société civile au pays, dans leurs rapports, ont parlé de plus de 800 morts. Et dans les rapports de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, on a eu également à identifier des personnes qui auraient commis des tortures. Donc les bourreaux, on peut les identifier. Je vous dis qu'il n'y aura pas de difficulté à identifier les personnes qui ont commis ces exactions sur les populations togolaises, surtout en 2005. Vous avez vu, vous connaissez autant que moi, parce que vous et moi avions habité le même quartier à Didegomé, où on avait connu l'avènement des gourdins cloutés. Justement. Mais les gens ont défilé hors caméra, in caméra, devant la commission Justice, Vérité, Réconciliation. D'ailleurs, la commission porte en elle dans sa dénomination justice. Pourquoi voulons-nous aujourd'hui enlever justice et donner l'argent à quelqu'un qui dit qu'on a tué mon enfant, on a tué mon parent, on a tué ma femme? Vous voulez lui donner l'argent qui ne va pas ramener sa femme? Au même moment que la personne qui a tué n'est pas reconnue, mais est libre de tous ses mouvements. Ça, on ne peut l'appeler réparation. Quand vous prenez le droit, il faut d'ailleurs, premièrement, que quelqu'un reconnaisse avoir causé du tort à quelqu'un. Ou du moins, la personne à qui a profité ces exactions doit devoir faire réparation. Non, pas faire réparation, mais la CVJR, dans ses recommandations, demande au chef de l'État de présenter des excuses publiques et solennelles au peuple togolais. Parce que quand vous allez sur un champ de crime, la première question que vous vous posez, si vous n'arrivez pas à identifier les auteurs de ces crimes-là, c'est à qui profite le crime. Ça profite à qui? Et quand vous trouvez la personne à qui a profité ce crime, du moins les excuses de cette personne peuvent contribuer à apaiser les cœurs. Nous n'en sommes pas là et on nous dit qu'on veut réparer je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on veut réparer? Maintenant, permettez, rapidement, on veut réparer. On débloque 2 milliards pour environ 2500 victimes. C'est insuffisant à votre avis? Oui, c'est insuffisant. Est-ce que vous connaissez le budget qui a servi à organiser ce fameux sommet dit sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement? Jusque-là, il y a des chiffres qui circulent. Voilà. Et jamais on en a connaissance du vrai rapport, du vrai budget alloué à l'organisation de ce sommet. Maintenant, dites-moi, combien peut-on donner à un mari ou à une femme dont on a abattu l'enfant devant lui ou devant elle? Cette femme ou ce parent-là qui connaît la personne qui a abattu son enfant et qui l'a dit ouvertement, combien lui donnerait-on
pour que cette femme ait le courage de regarder en face ou dans le visage, si j'ose de façon vulgaire le dire, de la personne qui a ou qui lui a ôté son enfant de façon injuste. Peut-être aucune somme ne peut Très remplacer bien. cette Et fille. donc, quand on parle de 2 milliards, qu'on brandit comme un trophée de guerre, et sans mentionner ce que les démarcheurs vont manger dedans, parce que n'oubliez pas que dans mon pays, il y a aussi quelqu'un qui viendra dire que c'est grâce à moi qu'on va te donner cet argent, donc je mange combien dedans. Mais monsieur, 10% que nous avons, il y en a plein. Il y en a plein. Ce n'est pas moi qui l'invente, mais figurez-vous que lors de l'une de ces rares adresses à la nation, le chef de l'État a parlé de la surfacturation, de la surenchère dans son gouvernement. Et donc, il a attesté qu'il y a ces pratiques-là dans l'appareil de gouvernance de mon pays. Alors, comprenez que aller dire qu'on veut faire une réparation sans que les auteurs ne soient connus, c'est complètement gauche. Et comme je l'avais dit tantôt dans un autre sujet, ce serait une façon d'arracher les plumes, de déplumer un coq en y laissant quand même encore d'autres traces de plumes. Et ça, ce ne sera que... c'est un travail inachevé. C'est un travail inachevé, un chantier inachevé. Voilà. Et sur le sujet... Et même rapidement, quand on prend l'histoire du Togo, ben, la dame qui est aujourd'hui cooptée pour piloter cette opération de réparation, elle aussi est en conflit avec l'histoire du Togo. Vous voulez parler d'Awa Nana? Bien sûr, et elle doit aussi reconnaître cet tort et présenter des excuses au peuple togolais. Parce que lorsque vous levez votre main droite et vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, je jure de servir mon pays, mais vous n'allez pas reculer devant un obstacle quelconque, et surtout lorsqu'il s'agit de proclamer les résultats d'une élection présidentielle qui va définir la vie de la nation. Même des menaces qui portent atteinte à votre vie. Écoutez, vous savez, avant de venir à Radio Mokpokpo, avant d'accepter d'être journaliste et de parler dans les micros, vous et moi sommes conscients que des balles risques du métier dites perdues peuvent nous atteindre. Mais parce que nous avons pris l'engagement, nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout, défiant donc ces menaces-là. Et c'est pour ça que nous faisons valoir l'audace de dire la vérité dans un monde plein de mensonges, gouverné par le mensonge. Voilà. Sur le sujet, la diaspora a également réagi, a condamné également cette opération d'indemnisation. Et quel est le rôle aujourd'hui de la diaspora togolaise dans la situation sociopolitique du Togo? La diaspora a un important rôle dans la situation sociopolitique du Togo. D'abord, commençons par le plan politique où la diaspora envoie plusieurs milliards au pays pour permettre aux familles respectives de joindre les deux bouts. Parce que vous et moi savons bien qu'au Togo, la majorité des populations mangent difficilement une fois par jour. J'ai fait 3 semaines pour circuler dans 14 villages dans la préfecture du Haro où il n'y a pas d'eau. Je ne parle pas d'eau potable. Non, je dis il n'y a pas d'eau. Je ne parle pas d'eau potable. Que ce soit l'état de l'eau. Il faille avoir d'eau avant de penser à rendre ça potable. Il n'y a pas d'eau. Et les gens sont à la merci de parcours kilométriques avant de trouver 25 litres d'eau qui vont gérer le foyer pendant 2 ou 3 jours. Et quand vous prenez cette diaspora qui envoie des fonds qui permettent à leur famille de manger, de subvenir à leurs besoins et de se soigner, leur rôle est important. On leur a privé du droit de vote pour lequel nous tous nous battons aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas contribuer au développement d'un pays sans disposer de son droit de vote. Maintenant, quand vous prenez la situation sociopolitique que nous vivons, la plupart des Togolais qui se retrouvent à la diaspora sont des exilés politiques. Quand vous prenez les événements des années 90, les gens qui ont pu échapper aux tristes tueries de Fréau Jardin, les gens qui ont pu échapper au kidnapping, vous vous souvenez qu'on avait découvert des corps dans la lagune de Baie, ce qui avait poussé le mouvement Front Sage à ériger une stèle en mémoire de ces victimes-là. Donc on en trouve tant, un nombre considérable au niveau de la diaspora. Et aujourd'hui, pour que ces personnes reviennent, il faut l'assurance de la paix au Togo.
Et malheureusement, nous n'avons pas cette assurance-là. Par contre, chaque jour que Dieu fait, il y a d'autres personnes que le système pousse à devenir des exilés. Je prends par exemple Akila Essoboko, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est devenu président de la Civito. Non. Ça, c'est Olivier Boko. Voilà, justement. Vous vous souvenez de l'officier qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui avait appelé à la veille d'une élection, avertissant le peuple togolais qu'il y aurait bain de sang parce que c'est ce qui se préparait. Et il a dû prendre la clé des champs pour ne pas se faire arrêter. Il est exilé politique. Prenez par exemple Soberté Agba, qui, dans la sulfureuse et ténébreuse affaire dite d'escroquerie internationale, a aussi dû prendre la clé des champs. Et d'autres personnes qui pourront prendre la clé des champs sans compter les journalistes. Vous vous souvenez que dans la fermeture, par exemple, de la radio Les Gens d'FM, il y a des journalistes qui ont dû prendre la clé des champs et d'autres qui sont introuvables aujourd'hui. Jusqu'à l'heure. Et donc, quand il n'y a pas de garantie de paix, mais la diaspora a son rôle en matière de développement sociopolitique de notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que la diaspora prend position, parce que la diaspora est un interlocuteur qui doit pouvoir parler à ceux-là que nous appelons les Occidentaux ou la communauté internationale des tristes réalités de vie de leurs parents, parce que ils ont le retour chaque fois de leurs parents au pays. Aujourd'hui, figurez-vous que dans des familles, si on a mal à la tête, si Kodjo n'envoie pas l'euro ou n'envoie pas le franc suisse, papa ne peut pas aller dans une clinique se faire soigner. Et donc, le rôle de la diaspora est très déterminant. Et ils le font d'ailleurs. C'est pourquoi je passe par votre canal pour lancer un appel à la diaspora. Qu'il n'est plus question de faire du niadoué inutile, mais plutôt de s'attaquer à l'essentiel utile pour permettre à notre pays de sortir de l'ornière. Je pense que l'appel est lancé. Nous allons parler d'autres sujets. Autre sujet marquant l'actualité cette semaine, c'est le réaménagement du calendrier scolaire au Togo. Et donc, pour la rentrée prochaine, les élèves n'auront que 51 jours de vacances. Votre réaction? Avant de parler de ces vacances, figurez-vous qu'il y a l'étincelle dans l'air. Parce qu'il y a également le C7, les C7, enseignants, voilà, qui veulent encore ou qui sont en train de nourrir l'intention d'aller en grève. Parce que on leur a fait des précomptes. Et normalement, lors de leur assise avec le gouvernement, il était question de reverser ces précomptes. Puisque les précomptes étaient effectués, les enseignants disent que les cours qui devraient être dispensés les jours de grève sont considérés comme fait le fameux nota bene. Maintenant, dans la redistribution de ces précomptes-là, mais les gens adoptent une stratégie de sélection. Ce qui voudra dire, comme à l'époque, vous voulez postuler, ou actuellement même, il y a des concours, vous voulez passer, on vous demande par exemple la carte de membre de UNIR. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez participer au concours, mais comprenez. En tout cas, ce n'est pas une condition officielle. Donc aujourd'hui, cette façon de sélectionner des enseignants qui vont, parce qu'on demande par exemple la copie des cahiers de test, la copie des listes de présence et tout, et non. Et ça, c'est ça qui est en train de mûrir des grincements dedans qui risquent encore de conduire à une grève des enseignants pour émietter les 51 jours qui seront consacrés aux vacances. Maintenant, dans le redécoupage, tout ça, c'est des fuites en avant. C'est des fuites en avant. On savait qu'on allait s'asseoir un jour avec les enseignants pour trouver un accord. Mais on ne l'a pas fait. On a laissé la situation dégénérer. Il y a eu des blessés, il y a eu des emprisonnés, il y a eu des casses. Et finalement, on le fait pour émietter les jours qui sont réservés normalement aux élèves, surtout aux bacheliers, de trouver le temps de se mettre en jambe par rapport aux études supérieures parlant de l'université ou des universités. On émiette ça. Il y a par exemple d'autres concours qui ont normalement cours dans les vacances et qui permettent à certains de joindre les deux bouts et d'avoir le moyen nécessaire pour se payer les fournitures scolaires.
J'ai écouté tout à l'heure un enseignant ou un responsable qui parlait des travaux champêtres, les enfants qui vont amener... C'est le conseiller pédagogique. Voilà, le conseiller pédagogique et tout. Il y a également les cours de vacances qui permettent à certains élèves de se mettre déjà en adéquation avec les réalités qui les attendent dans leur nouvelle classe. Mais tout ça, on est en train de punir, d'arracher ça aux élèves au moment où il y a l'incertitude d'aller même paisiblement à la fin de l'année scolaire. Je crois que cette façon de faire ne fait pas la promotion de l'éducation scolaire au Togo. Il y aura forcément des déscolarisés. Vous savez qu'avec 3 mois même, les parents éprouvent beaucoup de difficultés à rassembler préparer les la moyens rentrée. pour préparer la rentrée. Aujourd'hui, les parents auront combien de jours? 51 jours. Est-ce que ça va leur permettre de véritablement préparer la rentrée de leurs enfants? Je ne pense pas. Voilà, donc, la question reste posée. Nous allons parler de l'érosion côtière à Kbogan et à Gbavi. Les chefs de ces villages pointent du doigt la Banque mondiale. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe de ce côté? Vous savez, le phénomène d'érosion côtière, il faut d'abord situer les responsabilités. Je pense que les populations aussi en sont pour quelque chose. Les autorités en sont pour quelque chose. Les opérateurs économiques en sont également pour quelque chose. Quand je prends seulement l'exploitation anarchique du sable marin. Vous prenez le littoral. Dites-moi combien de personnes sur le littoral achètent du sable marin avant de construire leur maison. Non, il suffit d'acheter le ciment. Et on va aller puiser du sable. Très bien. Et ça, au fur et à mesure qu'on puise le ciment, le sable, mais forcément, on cède la place à l'eau. Mais dans ce cas, on pense que ce sont les travaux de la LCT. Oui, bien sûr, j'en viens. Mais, d'autant plus que ça se fait dans d'autres pays où il n'y a pas l'érosion côtière parce que l'État et ses partenaires ont pris toutes les dispositions pour ériger des digues, comme on les appelle, afin de délimiter ou d'empêcher la mer, l'eau de mer, à venir visiter les riverains. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas fait. J'ai toujours donné l'exemple de Keta, Keji, du côté du Ghana, du côté du Ghana, où l'ancien ministre, Jerry John Rawlings, parce qu'à un moment donné, la mer a chassé les populations. Il a dû faire appel à des expertises sur le plan international, qui s'y connaissent en la matière. On parle des Hollandais, qui sont venus ériger des digues, réaménager l'espace pour réinstaller les couches déplacées dues à l'érosion côtière. Aujourd'hui, quand vous prenez notre côte, c'est vrai, les travaux de construction du 3e quai ont aggravé la situation. Et pour ça, ils sont redevables vis-à-vis des populations. Et si aujourd'hui ces populations poussent leur ras-le-bol, poussent des cris de cœur, et aujourd'hui indexent la Banque mondiale qui a financé ou qui finance des projets donnés, c'est très important. Et il faut écouter les cris de ces personnes-là. C'est très difficile de se faire visiter par la mer. Je me souviens, il y a une année, j'oublie un peu l'année exacte, où les populations de Kodjo-Viakopé, nuitamment, ont reçu la visite de la mer. Et ce, jusqu'au-delà de la route. Et donc, comprenez que c'est grave. Et aujourd'hui, l'État et ses partenaires doivent tourner le regard vers ces populations qui aussi doivent être sensibilisées. C'est très important, sensibiliser. Au pire des cas, on peut toutefois chercher à trouver une place, un emplacement pour les reloger. Et là, on comprendrait, sinon c'est un danger qui guette le littoral. Vous avez vu l'histoire du Togo qui est en train d'être écornée par cette histoire d'érosion côtière. Il y a toute une ville historique qui est en train de disparaître. Je veux parler d'Aného. Et donc, il faut forcément tourner le regard vers ceux-ci pour pouvoir leur permettre de respirer un temps soit peu. Parce que n'oublions pas, le littoral, s'ils s'éloignent trop de la mer, leurs activités génératrices de revenus vont aussi connaître de difficultés. Parce qu'ils ne pourront plus. Ils sont d'obédience des pêcheurs, tous, pratiquement. Et c'est ça qu'ils mangent. Et c'est très important. Si le Togo tient à préserver son histoire, il faudra aussi préserver la quiétude de cette ville-là qui est en train de disparaître. Il n'y a pas que cette ville. Il y en a jusqu'à Agbavi, un consort. Et demander solennellement à ces chefs traditionnels de ces différentes localités du littoral
qui sont des vendeurs professionnels de terrain. Il y en a qui ont vendu jusqu'au carrefour, vendu jusque des places publiques, voire les cimetières, de cesser aussi leur business qui contribue à cette situation-là. C'est très important. Nous allons dire un mot en sport, puisque le 6 avril dernier a été célébrée la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. J'aimerais savoir si le sport contribue à la paix au Togo, mais la question qui me préoccupe, c'est l'équipementier du Togo, de la FTF. Quel est le problème, Rodrigue? Premièrement, je vais répondre à ta première question. Le sport est un facteur rassembleur, un facteur de paix sous d'autres cieux. Mais dans notre pays, le sport est utilisé en guise d'outil de règlement de compte. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'argent qui est injecté dans le sport, c'est ça? Non, normalement, vous savez, dans les sports, il y a de l'argent. Mais on ne peut pas comparer un club togolais, par exemple, à un club européen ou espagnol ou anglais. Là-bas, l'argent coule à flot. Mais pourquoi il y a des règlements de compte ici? Il faut reconnaître qu'à un moment donné, les gens ont politisé nos sports. Il faut avoir le courage de le dire. À l'approche, par exemple, des congrès électifs, au niveau de certaines fédérations, vous entendez dire que tel est le candidat du pouvoir, tel est à la bénédiction du chef de l'État, tel, ainsi de suite. La politisation à outrance des disciplines sportives est en train de dénaturer le sport en tant que vecteur de paix. Les vertus du sport en tant que facteur de paix. Mais en ce qui concerne l'équipementier. En ce qui concerne l'équipementier, vous savez, j'ai parlé tantôt des villages qui ont besoin d'eau. Et il n'est pas question qu'on sacrifie ou qu'on dépense sans calcul l'argent du contribuable togolais. Vous savez, le football togolais a été à un moment donné animé par d'interminables crises qui ont amené la plupart des partenaires sur le plan d'équipement à rompre leur contrat, certains avec le Togo. Et à un moment donné, on a même cherché à acheter des maillots, des équipements chez certaines firmes qui ont refusé de nous vendre ces maillots. On s'est retourné vers Sergio Sport. Sergio Sport, les gens disent que c'est un magasin de vente de maillots. Oui, un magasin de vente de maillots hier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont allés aux informations pour savoir si, entre-temps, ce magasin est devenu un équipementier? Ouais, c'est peut-être le boulot à ce magasin même de dire que maintenant, et quand le magasin... oui. Bah, écoutez, toutes les sociétés qui sont au Togo, je peux être aujourd'hui une boutique de vente de mèches et demain devenir une entreprise de fabrication de mèches. Vous comprenez? On ne va pas me juger sur ce plan-là. Mais hier, avant de solliciter les services de ce magasin-là, il y avait de l'ambiance. La question est de savoir pourquoi aujourd'hui. Parce qu'il y a l'argent que cette ambiance n'existe plus. Donc, c'est une nébuleuse, une ténébreuse affaire de sous et de règlement de compte sans épargner une éventuelle guerre entre amis. Lorsqu'un ami voudra, par exemple, noyer son autre ami entre griffes que je qualifierais de chien accusé de rage. Voilà, on va s'arrêter là-bas, Rodrigue. On aura le temps de revenir sur ce dossier, mais voilà. Permettez que je lance un appel à la Fédération togolaise de football d'éviter de servir de béquille à une quelconque guerre de leadership qui risque de se décimer ou encore de conduire notre football dans une autre crise. Voilà. Merci beaucoup. Ce sera le dernier mot de Rodrigue Hugo, correspondant à Canal K à Lomé, invité de Actu 7 de ce jour. Merci à Dodo Kofi qui a assuré la mise en onde. Merci à Hervé derrière les caméras. Appelez-moi Jean-Marie Gonsalves. Retrouvez la rediffusion demain dimanche à partir de 20h. Portez-vous bien. À la prochaine. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.